Bonjour, c'est Yvan Coach Booster. Pour vous aider à réaliser vos rêves d'entrepreneur libre, j'ai interviewé Sébastien Knight, qui a édité son dernier livre, Profession entrepreneur libre. Et dans cette interview, Sébastien va nous expliquer les trois techniques principales pour trouver ses premiers clients et surtout attirer en permanence de nouveaux clients. En plus, il va nous expliquer quel est le piège numéro un qui nous empêche de réaliser notre envie de liberté financière et qui nous empêche de gagner de l'argent. Ensuite, nous verrons quel prix facturer pour pouvoir être payé à sa juste valeur et comment il utilise son fameux tableau qui est dans son livre pour pouvoir réussir à faire ça. Il va nous expliquer aussi pourquoi on peut demander un prix supérieur qu'à celui que nos clients voulaient et nous ont exprimé lorsque l'on fait un sondage notamment. Il va nous expliquer aussi pourquoi 80% des personnes qui sont acheteurs de formation en ligne ne réussissent pas. Et il va vous expliquer le principe du jeu de loi qu'il utilise pour contrer ce problème-là, pour réussir à amener les gens à la réussite justement sur Internet. Il va aussi nous donner deux principes complémentaires pour bien communiquer avec notre audience en fonction des particularités de notre réseau. Et puis, il va aussi nous donner l'un des trois meilleurs livres au monde que tout entrepreneur devrait lire. Vous trouverez ça à la fin de cette vidéo. Et ce n'est pas son livre, c'est le livre d'une de ses idoles, d'une des légendes vivantes du marketing. Alors, si tout ça vous intéresse, surtout abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et puis cliquez sur la cloche pour être averti de nouvelles vidéos comme celle-ci si cela vous intéresse. Allez, on se retrouve de l'autre côté tout de suite. Bonjour Sébastien. Bonjour Yvan. Ok, super Sébastien. Mais je te remercie de m'accueillir chez toi. Donc, où est-ce que tu te trouves actuellement avant que je te présente? Je me retrouve confiné à Nantes, où je vis maintenant la majeure partie de l'année. Avec ma femme, on a été très longtemps sans adresse fixe, puisque on a fait plusieurs fois le tour du monde, pas mal voyagé, et on a choisi depuis que notre fille est née, en fait, de passer plus de temps à proximité des grands-parents en Bretagne et des grands-parents en Guadeloupe. Donc c'est là qu'on passe la majeure partie de notre temps. Ah, c'est quand même assez insolite d'être confiné en tant qu'entrepreneur libre. C'est quasiment un paradoxe qu'on vit actuellement tous. C'est quasiment un paradoxe, mais en même temps, si tu veux, on a eu la chance de s'installer, d'avoir de l'espace, un jardin, pas mal d'activités à faire ici, même quand on ne voit pas d'autres êtres humains. Donc, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. D'accord, super. Bon, Sébastien, même si tu es hyper connu hein, dans la communauté qui me suit, il n'y a pas de souci, Sébastien Knight est déjà une célébrité, mais je vais quand même me permettre de rappeler, parce qu'il y aura toujours forcément des gens qui vont te redécouvrir très certainement à l'occasion de cette interview. Donc, toi, tu te présentes plutôt comme un consultant marketing, un spécialiste en stratégie d'entreprise. Et tu vois, tu avais commencé donc avec le coaching de séduction, le coaching amoureux. Ça t'a bien lancé finalement dans ton univers de l'entrepreneuriat libre. Et puis tu as pu faire comme ça aussi des interviews auprès des grandes télévisions françaises notamment, des grands médias français. Et ça a complètement décuplé le potentiel voilà, de ta reconnaissance hein, sur le domaine. C'est comme ça que ça t'a lancé. Et puis en 2010, donc tu as lancé carrément un mouvement, le mouvement des entrepreneurs libres, avec, tu revendiques plus de 10 000 clients dans 35 pays. C'est bien ça? C'est bien ça. Ah, Maintenant, on super. approche de 20 000 clients entrepreneurs dans 35 pays. Ok, c'est super chouette. Donc ça, un très très beau succès, une belle réussite. Et puis maintenant, depuis, alors tu as lancé pas mal de choses, tu as écrit plusieurs bouquins. Actuellement, on est dans l'interview suite au lancement de ton livre Profession entrepreneur libre qui est sorti. Voilà, tu nous Pour montres la gagner votre couverture. liberté en vous mettant à votre compte, oui. Exactement. Et qui est sorti donc en novembre 2019, si je me trompe pas. C'est Oui, ça? fin 2019 chez Alizio Albin Michel. Ok. Et qu'on peut trouver aussi sur Kindle et sur Amazon avec Kindle. Voilà. Oui, et en livre audio, en ce moment, le livre audio connaît un vrai engouement. Et Oui.
c'était une aventure que d'enregistrer moi-même, mais il y a beaucoup de gens qui apprécient le format livre audio parce que ben, ça leur permet de l'écouter soit quand on n'est pas confiné dans les transports, D'accord. etc., Ouais. soit en faisant d'autres activités en même temps et de mettre en pratique tout de suite les conseils du livre. On a un hymne des entrepreneurs libres qu'on comptait justement se mettre À enregistrer. à enregistrer. Ouais, d'accord. Allez. Bienvenue parmi nous, le manifeste des entrepreneurs libres. Nous sommes un groupe d'illuminés, de créatifs, d'enthousiastes, qui avons la folie de vouloir être libres et de faire rayonner notre optimisme autour de nous. Nous vivons dans un monde d'abondance et nous savons que plus nous apportons de valeur au monde, plus nous sommes récompensés. Nous considérons l'argent comme une métaphore de la valeur que nous avons apportée et un outil pour réaliser nos rêves. Mais nous ne nous enchaînons pas à un job pour l'obtenir. Nous sommes tous différents. Certains d'entre nous adorent le luxe et roulent des mécaniques dans des bolides qui font tourner toutes les têtes. D'autres préfèrent s'enrichir discrètement en mettant leur famille à l'abri du besoin. Certains jouent les globetrotters et ont autant de visas à leur passeport que d'histoires à raconter. D'autres se contentent d'un bon livre au coin du feu dans leur chalet de montagne. Ce qui nous unit, c'est que nous vivons la vie que nous avons choisie. Nous sommes un peu fous, nous sommes partout, nous sommes inarrêtables. Nous sommes les entrepreneurs libres. Voilà, et tu évoquais juste avant ton tour du monde que tu faisais avec ta femme Cécile, avec Alice, ta fille. Et donc, je me dis, mais alors, c'est chouette de pouvoir faire ça. Tout le monde rêverait d'être libre au point de pouvoir faire son tour de monde et en ayant une entreprise, une grosse entreprise qui tourne en quasiment automatique avec ton soutien, bien sûr, certainement derrière, régulier. Tu dois certainement superviser des tas de choses en parallèle. Mais comment tu fais et tu réussis ce tour de force de pouvoir profiter finalement de ta vie familiale avec une telle liberté partout dans le monde et une entreprise qu'on connaît, hein, qui est prospère, qui produit des tas de coaching, qui produit des tas de formations, voilà, qui fait des accompagnements en mastermind et compagnie. Voilà, comment tu réussis à tout concilier? C'est intéressant à savoir avant qu'on se lance sur les questions précises que je voulais te poser. Donc pour les personnes effectivement qui connaissent peu ou pas le mouvement des entrepreneurs libres, effectivement on est un organisme de formation, donc avec une équipe, plusieurs salariés, on fait de la formation, de l'accompagnement pour les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises. Et en fait, j'applique mes propres conseils. Donc effectivement, quand ma fille est née, c'était en novembre 2017, j'ai décidé en fait de revenir au rythme de travail le même que j'avais pendant notre voyage autour du monde, qui est de travailler un jour par semaine, juste uniquement le jeudi. Et donc d'avoir cette journée de travail sur du temps principalement stratégique et la gestion de l'équipe, répondre aux questions, faire le suivi, et d'avoir en fait un système où la majorité du fonctionnement de l'activité est automatisé et où ça nous permet du coup de travailler avec énormément de clients, développer l'entreprise, mais sans être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à devoir partir à la chasse pour chercher des clients. Donc Ouais. en utilisant les mêmes stratégies en fait que j'enseigne dans mes livres, dans nos formations, pour aider les gens à automatiser leur vente. D'accord, ok. Super chouette, ok. Donc oui, ce que je voulais te poser comme question, Sébastien, et c'est vraiment le point, l'un des grands handicaps, voire une véritable angoisse parmi les gens qui nous suivent, c'est quelle stratégie je vais mettre en place pour, à mon démarrage, réussir à trouver mes premiers clients. J'ai l'idée du produit, j'ai peut-être même commencé à réaliser mon produit, je vois à peu près quelle est la valeur du produit, mais comment je vais trouver le bon contact? Et surtout, j'ai souvent peur de vendre. Rien que le mot vendre et trouver un client, ça me fait peur. Alors, comment je fais pour sortir de cette possible impasse? Voilà, qu'est-ce que tu conseilles? Et est-ce que tu pourrais nous rappeler peut-être comment toi tu as commencé avec tes premiers clients et puis les erreurs que tu as faites éventuellement et puis ce que tu as trouvé comme super astuce pour vraiment
aller dans le bon sens tout de suite sans se tromper? Bien, quand j'ai lancé mon entreprise, donc j'ai quitté un travail salarié en tant qu'ingénieur centralien chez Unilog. C'était en 2006 et c'était le métier dont je rêvais. J'ai fait toutes mes études dans le but d'avoir un poste précis dans une entreprise précise et j'ai eu exactement le poste que je voulais dans cette entreprise, au salaire que je voulais. Et je me suis rendu compte en fait que je ne m'épanouissais pas dans ce travail et que au final cette grande entreprise très impersonnelle, ça correspondait pas à mes aspirations. Donc c'est là que j'ai décidé de créer mon entreprise et je me suis donné 1 an pour le faire. Et donc 1 an plus tard, quand mon entreprise a été sur pied, eh bien en fait j'ai eu de la chance que n'ont pas la plupart des entrepreneurs, qui est que parce que j'avais une certaine durée de tremplin, ça faisait déjà un moment en fait que je publiais du contenu sur Internet. J'avais un blog qui était très fréquenté. Je suis un ancien timide qui a choisi de vaincre sa timidité. J'avais un blog où je racontais les rencontres que je faisais puisque j'en avais marre d'être célibataire. Et en fait, ben, pendant les 2 années où j'ai tenu ce blog, il a fini par être tellement visité qu'il apparaissait dans le top 3 des résultats, par exemple, quand les gens tapaient séduction dans Google. Donc, si tu veux, j'ai eu l'avantage, quand j'ai lancé mon entreprise, d'avoir au départ de la demande existante de gens qui lisaient déjà le blog et qui me disaient régulièrement: Sébastien, est-ce que tu pourrais me donner des conseils parce que moi aussi, voilà, j'aimerais en finir avec ma timidité ou j'aimerais rencontrer l'âme sœur, etc., etc. Et donc, quand j'ai lancé mon activité de coach amoureux pour les célibataires, j'avais déjà cette demande. La plupart des gens, quand ils se lancent, n'ont pas cet avantage de départ. Oui. Et donc, ils se retrouvent dans la situation où moi, je me suis retrouvé au bout du 4e mois. Les 3 premiers mois, j'ai atteint mes objectifs de chiffre d'affaires. Le 4e mois, j'avais épuisé toute la demande en attente qu'il y avait sur mon site. Et donc, je suis retombé dans le piège de, je ne sais pas faire du marketing. On est en début 2008 à l'époque. Je ne connaissais rien au marketing, je ne connaissais rien à la publicité. Je ne savais pas comment faire pour aller chercher moi-même des nouveaux clients. Et je pense que effectivement c'est un piège que de se dire je vais d'abord concevoir mon produit et ensuite je vais aller à la recherche des clients qui vont m'acheter mon produit. Oui. C'est le piège que j'ai commis au début, malgré le fait que j'avais pourtant une longueur d'avance entre guillemets en ayant déjà de la demande sur mon site avant. Mais c'est le piège numéro 1. Là, comme on disait tout à l'heure, on a accompagné près de 20 000 clients entrepreneurs et c'est une réflexion naturelle, compréhensible, mais catastrophique de beaucoup de gens qui se disent bah oui, effectivement, je vais d'abord construire le truc et ensuite je vais aller chercher les gens qui vont vouloir acheter le truc. Ça marche pas comme ça. Heureusement, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, j'ai commencé à faire de la publicité sur Google AdWords, donc le système de publicité proposé par Google qui affiche votre pub dans les résultats du moteur de recherche, mais aussi sur des sites internet. Et donc quand les gens cliquent, ils arrivent sur votre site. J'ai utilisé Google AdWords pour faire une publicité qui emmenait vers une page de vente que j'avais faite pour un de mes ateliers. Et je me suis dit, ben voilà, cet atelier, je vais le mettre à, disons, 995 €. Et même si je dois dépenser, disons, 400 € de pub pour avoir un client, je suis quand même bénéficiaire, donc je vais pouvoir continuer la pub. Au bout de 100 €, il se passe rien. 200 €, il se passe rien. 300 €, 400 €, 500, 800. Je suis à 800, 900 €, j'ai toujours pas un client. Là, je me dis, mais ok, il y a clairement un truc, une compétence qui m'échappe là-dedans. Et c'est là que je réalise que, ok, il y a un problème dans cette approche de marketing, ça ne marche pas. Et juste à ce moment-là, il y a un blogueur, pas du tout sur le thème de la séduction, qui a publié un article sur son blog parce que le gars, il avait des pubs sur son site, des pubs Google, et il s'est rendu compte, bah tiens, j'ai des pubs d'un coach en drague qui apparaissent, alors il a cliqué pour aller voir, et il a écrit tout un article sur son blog incendiaire par rapport à ma page de vente. Et quand j'ai lu l'article, je me suis dit 2 choses. Premièrement, il a rien compris, le gars, à ce que j'ai à proposer, à l'état d'esprit, etc. Il a rien compris. Et deuxièmement, il a raison. C'est-à-dire que je me suis mis dans la peau du mec lambda, parce que sûrement le gars qui a écrit l'article lui-même était célibataire, il était dans mon public cible, c'était un client potentiel si tu veux, mais il y avait une telle distance entre la façon dont mon offre était présentée et la façon dont cette personne avait besoin qu'on lui parle, qu'il n'a même pas compris que ça pouvait l'aider. Et donc je me suis dit, en fait, à partir de maintenant, au lieu de faire des publicités qui emmènent les gens vers une offre commerciale, la seule façon pour qu'ils comprennent, c'est la même façon que les clients que j'ai eus pendant les 3 premiers mois
ont compris. Parce que ça faisait 1 an et quelques que je leur donnais du contenu, que je partageais, j'expliquais nos stratégies, mes valeurs, etc. Et donc les gens, ils savaient à l'avance que ça allait marcher pour eux. Donc j'ai arrêté de faire de la pub vers une offre commerciale et j'ai décidé à partir de maintenant, je vais faire une publicité qui offre quelque chose de gratuit. J'ai fait un e-book, j'ai dû créer moi-même la page de capture en HTML avec le bloc-notes de Windows parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les super outils qu'il y a maintenant. J'étais parmi les tout premiers apparemment en France à faire un système comme ça où les gens donnent une adresse email pour recevoir un livre électronique. Il fallait que j'explique c'est quoi un e-book. Oui, c'est un document que vous allez ouvrir sur votre ordinateur, vous n'allez rien recevoir par la poste, vous allez pouvoir le regarder et l'imprimer. Et en fait, je pouvais par la suite poser des questions aux gens, faire un sondage pour dire, ok, sur quoi avez-vous besoin d'aide? Quelles sont vos difficultés? Quels sont vos besoins? Si j'avais la solution à votre problème, qu'est-ce que vous seriez prêt à investir pour cette solution? Et donc c'est là que j'ai fait pour la première fois ce qui est devenu par la suite mon étude de marché express. Donc c'est un des processus que j'explique dans le livre. Et l'idée c'est que pour ne pas avoir à se lancer et ramer comme moi j'ai eu à souffrir et comme beaucoup d'entrepreneurs souffrent au départ, pour ne pas avoir à investir des centaines ou des milliers d'euros de pub en vain, la meilleure stratégie c'est de commencer avant même de faire le produit par faire une étude de marché express, par sonder des personnes qualifiées par rapport à ce qu'on a à vendre, leur poser des questions sur leurs besoins, leurs difficultés, et du coup, quand on crée le produit, on crée le produit exact que ces personnes ont demandé. Oui. Et en plus, on ne démarre pas de zéro parce que les 30 personnes, 50 personnes, 95 personnes, 2000 personnes qui ont répondu à notre sondage nous ont donné leurs coordonnées. Donc on peut revenir vers elles en disant j'ai créé exactement le produit que vous aviez demandé. Et donc on garantit comme ça de lancer directement en faisant des ventes. Oui, tout à fait. Ok, donc le premier piège, c'est de faire ex nihilo comme ça, hors sol, un produit et essayer de le trouver le public à qui ça pourrait correspondre et en plus de ne pas savoir comment communiquer dessus correctement avec le bon public. Exactement. J'aime bien ton expression hors sol, oui c'est ça. Faire du marketing hors sol, c'est pas une très très bonne idée. Ouais, ok, donc ça marche pas. C'est le premier piège. Donc toi, tu as trouvé effectivement la technique, un petit étude de marché express, un sondage bien fait. Et là, on va trouver forcément les bons termes, le bon produit et le bon tarif. Et on a les coordonnées des prospects. Et les coordonnées en plus. Super, ça c'est chouette. Ok, donc ça c'est une première astuce très importante. Est-ce que tu vois autre chose pour aider encore plus facilement à trouver ses premiers clients cette fois-ci, une fois que ça y est, maintenant on a son étude de marché, on a son produit, on a les idées de communication. Comment tu fais encore pour aller plus loin? Une autre ressource que la plupart des entrepreneurs ne réalisent pas, dans notre enseignement, donc aussi bien dans mon livre que dans nos formations, on s'appuie en fait sur le principe qu'il y a 7 ressources entrepreneuriales. Quand un entrepreneur, par définition depuis le 19e siècle, quand le mot est apparu, un entrepreneur c'est quelqu'un qui prend des ressources existantes et qui les transforme pour créer des ressources nouvelles. D'accord. Et le problème c'est que la plupart des gens, parce que c'est comme ça qu'on est éduqué dans le système scolaire, économique de notre société, eh bien, la plupart des gens pensent que quand on dit avoir des ressources, c'est l'argent. Donc, si j'ai pas d'argent, si j'ai pas un gros capital de départ, j'ai pas de ressources. Alors qu'en fait, au contraire, une des ressources les plus importantes, donc il y en a 7, la plus importante pour quelqu'un qui démarre au départ pour trouver ses premiers clients, c'est le réseau. Et dans notre réseau, il y a 3 niveaux. Il y a les clients potentiels. Est-ce que vous connaissez directement quelqu'un qui vous a dit ça m'intéresserait et qui sera un client potentiel? Ok. Ils sont potentiellement assez rares, mais il y en a quelques-uns. Il faut les contacter. Le deuxième niveau, c'est est-ce qu'on connaît des gens qui peuvent être des apporteurs d'affaires? C'est-à-dire, un tel n'est pas un de mes clients. Je vais donner un exemple de jeune entrepreneur qu'on a accompagné à La Réunion, qui faisait un lancement pour son activité. Et il avait, quand il a rassemblé tous ses contacts, il avait une liste de 30 personnes à qui il a fait un lancement orchestré, donc il a communiqué sur plusieurs semaines avant de proposer son offre. Et donc il avait 30 prospects, et il a proposé son offre, et il a fait 36 ventes. D'accord, avec 30 prospects. Le taux de conversion, c'est pas mal. C'est même, je dirais, exceptionnel. C'est plus que 100%. Alors, comment c'est possible? Il a fait 36 ventes, sachant que parmi les 30, il y a 6 personnes qui n'ont pas acheté, qui n'étaient pas
elles-mêmes des vrais prospects potentiels, qui n'étaient pas intéressés. Mais en fait, ces personnes-là, c'était le deuxième niveau de réseau, c'est ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires. Il y avait des gens dans sa liste de contacts qui eux-mêmes n'étaient pas intéressés par ce que lui il avait à proposer, mais qui avaient elles-mêmes un réseau ou une clientèle et qui ont fait suivre ses emails. D'accord. Donc, quand lui, il pensait écrire à 30 personnes, sans le savoir, il parlait en fait à 24 personnes potentiellement réellement intéressées et 6 personnes qui étaient en fait des apporteurs d'affaires qui ont véhiculé son message, qui ont été relais et qui lui ont permis de toucher plus de monde que son public initial. Donc ça, c'est une ressource de savoir parmi les personnes qu'on connaît qui peut nous aider à relayer. Oui. Mais le troisième niveau, donc déjà, le premier niveau, peu de gens ont le courage d'aller proposer leurs produits autour d'eux, donc déjà rien que ça débloque pas mal. Deuxième niveau, c'est savoir qui peut nous aider à relayer l'offre, donc ça permet d'aller à un autre niveau de succès. Mais le troisième point, c'est ce qu'on appelle le réseau faible. Oui. Et le réseau faible, eh bien, en théorie de la communication, ce sont les gens qui font partie de nos connaissances, mais pas forcément de nos contacts proches. Donc, c'est pas les frères, sœurs, associés ou des gens comme ça, c'est plutôt les autres parents de l'association de parents d'élèves, les personnes qui font partie de votre club de karaté, les parents des amis de vos enfants, les voisins de palier, les anciens de l'association des anciens de l'école de commerce ou qu'en sais-je. Et en fait, tous ces gens-là, on les a quelque part sur LinkedIn ou dans une vieille boîte Outlook ou dans l'historique de nos SMS d'il y a 5 ans. Eh bien, quand on lance son activité, pour moi, c'est indispensable. On a une stratégie que j'appelle le coup de semonce. Et cette stratégie, c'est toutes les personnes de notre réseau faible doivent recevoir un petit message de notre part qui dit bonjour, on prend des nouvelles. Bonjour Yvan, c'est Sébastien, voilà, comment est-ce que ça va, la famille, etc. Dis-moi, en ce moment je suis en train de lancer un nouveau projet et je me demande si c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou si tu connais des gens qui pourraient t'intéresser. Laisse-moi t'en dire quelques mots. Et donc ça peut être juste dit dans un SMS ou dans un mail, pas besoin de téléphoner à chaque personne parce que ça peut faire beaucoup. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que ça a toujours un effet énorme sur une vague de départ de personnes qui disent « Ah oui, mais en fait, c'est intéressant, ou ah, ben tiens, je vais faire suivre à ma belle-sœur, à ma voisine, à ma cliente, qui justement m'en parlait il y a peu. » Donc quand on exploite le réseau faible, ça permet justement, comme tu disais, de surmonter ce problème de parler, d'être prophète dans le désert, qui essaie de vendre son produit sans acheteur potentiel en face. D'accord, ok. Donc ça, c'était la première ressource entrepreneuriale, le réseau, parmi les 7 ressources entrepreneuriales, hein, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Et c'est la plus importante à mobiliser. À mobiliser. Quand on est comme ça au démarrage et qu'on est en train de chercher Ses premiers clients. D'accord. Et au niveau de la communication à ce moment-là, as-tu des stratégies spécifiques de communication vis-à-vis de ces réseaux-là en particulier, du coup, pour les activer correctement? Donc, tu parlais de l'entourage proche. Est-ce qu'on va s'adresser de la même manière à ce public-là, avec le même type d'offre, que celui qui va faire l'apporteur de fer, que ce fameux réseau un peu secondaire, tu vois, que tu as appelé le réseau faible? Est-ce que tu penses qu'il faut une stratégie de communication assez différenciée quand même? Il y a 2 principes à respecter. Le premier principe, c'est le principe de pertinence dans notre communication. Si on veut faire du marketing bienveillant et pas du marketing mégaphone, pour faire du marketing bienveillant, eh bien, il faut respecter le contexte dans lequel on échange avec les gens. Et si on se dit, allez, là, je mets ma casquette de commercial ou de vendeur de voitures d'occasion et je vais balancer du mailing à tout le monde en disant offre spéciale à des gens qui m'ont pas parlé depuis 5 ans, ça fera un peu bizarre. Donc premièrement, il faut cette notion de pertinence. Et en même temps, deuxièmement, il y a un principe j'ai dit un chapitre entier dans mon livre Profession Entrepreneur Libre. Ce principe, c'est fait vaut mieux que parfait. Donc avoir un message type qui est le même, qu'on copie-colle, qu'on envoie à tous nos contacts et on change juste le début. Donc, bonjour Yvan, est-ce que tes enfants se portent bien? Versus, bonjour Marine, est-ce que ton mari s'est remis? Ok, mais le reste du message est le même.
Parce que si on s'amuse à dire non, mais ok, donc je vais me poser pour chaque contact, je vais repasser en revue toutes nos dernières conversations d'il y a 5 ans et je vais réécrire mon message à partir de zéro, ben en fait, on le fait pas. Donc il y a un statut où le perfectionnisme devient une excuse de procrastination et n'est pas acceptable. Mais juste se dire, ben, je vais séparer ces contacts en 3 groupes ou en 4 groupes, je vais changer l'intro en fonction du groupe auquel je m'adresse, c'est tout à fait acceptable, à condition d'être dans cette action massive pour contacter toutes les personnes de notre réseau faible quand on fait notre fameux coup de semonce. D'accord, ok. Donc, une action massive, ok, on prend le groupe globalement et on fait simplement une adaptation de l'introduction et on peut garder effectivement le même message pour le Oui, reste. oui. D'accord, ok, super. Très bien, ça donnera quand même pas mal d'astuces à pas mal de monde. Et donc, une fois que tu as allez, tes premiers contacts qui commencent à te répondre, c'est pas de la vente forcément directe, tu les envoies pas directement sur le produit comme ça. Est-ce que tu fais, voilà, pour avoir tes premiers clients, est-ce que tu fais ce qu'on appelle le lead magnet? Est-ce que tu passes d'abord par une phase, un sas de décompression, si tu veux, avant de leur vendre quelque chose? Tu oses directement vendre, direct comme ça, ou est-ce que tu vas leur dire, ben, je t'offre une découverte dans mon monde, dans mon univers, et puis gratuite, et puis on ouvre les portes et on voit plus tard la transformation au bout de X temps. Oui, alors ça c'est ça c'est un des autres écueils dans lequel c'est facile de tomber. C'est si je me sens un peu trop timide pour vendre, je peux toujours proposer l'heure de coaching gratuite d'abord, ou la semaine de coaching qui devient le mois de coaching qui devient j'ai jamais rien payé mais j'ai du coaching gratos. Je peux te dire d'expérience parce que j'ai eu cette difficulté moi-même quand je me suis lancé dans le monde du coaching il y a une quinzaine d'années et que je vois plein de gens avoir du mal avec ça. Quand on crée un produit ou service en ayant eu à cœur de résoudre le problème que les gens nous ont exprimé quand on a fait notre étude de marché express, eh bien on apporte énormément de valeur avec ce produit ou service. Il n'y a aucune raison que l'on commence par l'offrir gratuitement. Il y a zéro raison pour lesquels un entrepreneur devrait dire pendant le premier mois, pendant la première année, je travaille gratuitement. Il y a zéro raison parce qu'on apporte de la valeur et en plus, si on le fait gratuitement, on apporte moins de valeur que si les gens ont payé parce que si on fait du service, tu vends par exemple du coaching. J'imagine parmi les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui vont vendre de la formation ou de l'information, bref, qui sont dans du service, eh bien, c'est tout simple. Hein. Les gens qui n'ont pas payé ne vont pas consommer, ne vont pas faire ce que vous leur aurez dit dans le coaching, ne vont pas appliquer les conseils de la formation. Ils vont dire « Ah, c'était sympa, ouais, j'ai regardé 1 ou 2 vidéos, mais j'ai pas trop eu le temps. » Les gens qui ont payé 37 euros, 97 euros, 197 euros, 1997 euros, 23 997 euros pour avoir le même programme, eux, ils vont aller jusqu'au bout. Évidemment, le tarif va dépendre du secteur sur lequel on vend, va dépendre d'un certain nombre de facteurs, mais le fait d'avoir fait un investissement financier a un impact énorme sur le fait que les gens utilisent le produit ou service qui leur a été proposé. Donc, premièrement, non, pour le gratuit au début. Deuxièmement, en fait, il ne faut pas oublier que notre première démarche, notre coup de semonce, c'est pour amener les gens sur notre étude de marché express. Du coup, comme on fait notre étude de marché express, c'est ça qu'on propose aux gens. Oui. Et le fait de demander leurs questions, leurs besoins, ça apporte déjà de la valeur. Des fois, ça permet même aux gens de se comprendre eux-mêmes, tu vois, que de répondre au questionnaire. Et ensuite, on revient vers eux en disant, ben, ce que j'ai à vous proposer, ça correspond à ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas besoin de partir dans « j'ai regardé vos questions ». Du coup, j'ai choisi d'en créer une série d'articles et pendant les 28 prochains jours sur mon blog, je vais publier des articles à ce sujet et ensuite on va en reparler. Non. Ouais. D'accord, ok. Ok, super. Donc oui, on met de côté le gratuit, on se lance tout de suite, on vend quelque chose, même si c'est un petit prix, on le vend quand même avec un service à sa juste valeur, c'est ça? Et C'est on se ça. lance comme ça, il faut oser. D'accord, ok, super. Tu as quand même dit quelque chose de très intéressant qui fait polémique en ce moment, je trouve, un petit peu sur Internet, pour ceux qui vendent de la formation comme toi ou comme moi.
On a une polémique en ce moment qui dit, ben oui, voilà, on a beau vendre des formations, même avec la meilleure qualité, et ainsi de suite, la meilleure pédagogie, et malgré tout, on retrouve toujours un faible pourcentage de gens qui vont jusqu'au bout de leur formation et donc qui l'exploitent correctement, réellement. Alors, qu'est-ce que tu constates sur ce phénomène-là? Est-ce que tu as des parades sur ce phénomène-là? Comment tu gères ça? Parce que toi, tu dois le vivre à une puissance X, ce phénomène, et c'est pas bon ni pour les clients, ni pour nous qui proposons ce genre de produits. La première chose, c'est que qu'il faut comprendre, c'est que on vit dans un système éducatif qui n'enseigne pas aux gens comment apprendre. Ouais. Et surtout qui n'enseigne pas comment apprendre, comment s'auto-former, comment apprendre quand on est face à du contenu en e-learning et l'exploiter au maximum en regardant les vidéos, comment comprendre, comment être acteur de sa formation. Donc aujourd'hui, parce que notre système scolaire n'est pas conçu pour cela, le système scolaire nous apprend que pour apprendre, il faut être assis à heure fixe face à quelqu'un, et le simple fait d'être forcé d'être assis face à cette personne fait que la transmission d'informations va se faire, il n'y a pas d'effort à faire, à part aller au tableau de temps en temps. Bon. La conséquence, c'est qu'il y a un certain pourcentage de pensée magique quand les gens achètent des produits de formation ou de transformation, qui est, j'ai acheté, donc maintenant j'ai fait un grand pas, si tu veux. La science infuse va pas tarder à infuser. Que je regarde la vidéo ou pas, je peux maintenant vaquer à mes occupations et faire autre chose. Donc, quand on est formateur, coach, andragogue ou pédagogue, il y aura toujours ce pourcentage de clients. Si je prends la courbe de Gauss de Suzanne Garrett, je pense que je l'ai quelque part. Là, attends, je vais essayer de la montrer à la webcam. C'est l'idée en fait que parmi nos clients, il y aura toujours des gens qui... Voilà. Donc ça, c'est un extrait de mon précédent livre, Le secret des entrepreneurs libres. Je pense qu'on la voit ici. Oui, on la voit effectivement. On a une belle courbe de Gauss comme ça, et si tu veux, tu auras toujours les 10% de clients qui sont en échec garanti. Tout à fait. Ça, c'est les gens, ils vont acheter, Normal. et quoi que tu fasses, ils vont pas se connecter sur la plateforme, ils ne vont rien faire, et ils auront oublié même qu'ils ont acheté. Je vais prendre un exemple personnel. Là, la semaine dernière, j'ai acheté un produit à Todd Brown, qui est un marketeur américain que je connais bien, j'ai rencontré plusieurs fois, j'ai vu une de ses promotions, je me dis, ah, c'est intéressant, j'ai acheté son produit de formation, et j'ai pas reçu les codes d'accès. J'ai envoyé un email au service client, c'était le week-end, j'ai dû attendre, et ils m'ont répondu en me disant, ben oui, mais en fait, vous savez, vous l'avez déjà acheté en octobre dernier, donc du coup, vous ne recevez pas des nouveaux codes en fait. Donc on vient de vous rembourser l'achat en double, mais voici vos anciens codes. Et si tu veux, le pauvre Todd, il peut faire tous les efforts du monde qu'il veut dans son produit. Quand tu regardes mon historique, en fait, j'ai acheté son produit juste avant d'aller me coucher un soir, je sais pas à quelle heure, quand j'ai vu sur internet, j'ai juste acheté, je me suis dit tiens, je vais regarder ça plus tard, mais hop, voilà, je fais passer la commande. J'ai oublié que je l'ai acheté, je risque pas d'être dans les clients qui auront réussi avec ce produit, tu vois. Sauf maintenant, du coup, j'ai re-regardé le produit hier, tu vois. Mais du point de vue de Todd, je suis parmi les 10% de clients en échec pendant 6 mois. Et puis d'un coup, je suis passé dans les clients en réussite parce que j'ai vu le truc, j'ai appliqué la stratégie, tu vois. D'accord, ok. Donc, il y a ce pourcentage. De l'autre côté, il y a les 10% de succès garanti. Ça, c'est les gens qui... succès facile, on va dire. C'est-à-dire, ce sont les gens qui sont acteurs de leur formation. Et quel que soit le niveau de pédagogie de ce que tu vas leur vendre, ils vont se débrouiller pour aller jusqu'au bout. Et là, je prends encore un exemple personnel. Quand je me suis lancé, je te dis, début 2008, je ne connaissais rien au marketing. La première formation que j'ai achetée, c'était une formation de Frank Kern. Ça coûtait plusieurs milliers d'euros. Ce que ça coûtait correspondait à tout l'argent qui me restait sur mon compte bancaire. Donc 3 mois de loyer. Et il me restait 3 mois de loyer. Mais si j'achetais la formation, il me restait exactement 0 mois de loyer. Et donc c'est une grosse prise de risque pour moi de rejoindre cette formation. Mais du coup, je me suis engagé. Je me suis dit, ben là, je vais appliquer ce truc à fond. Je serai le meilleur élève de cette promotion. Et si ça marche pas, quand je vais demander à ce qu'on me rembourse, parce qu'il y a une garantie satisfait remboursée, mais ça aura été mérité, parce que si tu veux, je vais me mettre à fond. Et donc, je m'y suis tellement mis à fond qu'en fait, au bout de 5 jours, j'avais rentabilisé la formation. Donc, j'avais réalisé plus
en suivant les conseils que ce que la formation m'avait coûté. Et donc, voilà, dans les enregistrements de la formation, dans le premier appel de coaching, il dit oui, on a un mec en France apparemment qui cartonne, etc. Alors que ça fait que 5 jours qu'on a commencé, mais en fait, il parle de moi. Donc, si tu veux, il y a ces clients-là, il y a des gens qui vont, ils sont déterminés, ils sont à fond. Pour eux, l'échec est impossible. Ils vont trouver le moyen que ça fonctionne. Et ça, tout le monde en a, ces proportions-là. Mais donc, ce qui est pour moi important, c'est les gens du milieu. Et les Les 80%. 80% qui sont au milieu. Parce que ceux-là, en fait, selon notre interaction qu'on a avec eux, va découler de est-ce que ça va marcher pour eux, est-ce que ça va pas marcher. Donc c'est impossible d'avoir 100%, et c'est impossible d'avoir 0%, enfin, sauf si vraiment on a un truc qui marche pas, même si les gens mettent tous les efforts, c'est garanti de se casser la figure. Mais ce qui est important, c'est ces gens du milieu. Et donc si on fait de la formation, selon moi, un des concepts les plus importants à comprendre, c'est qu'on n'est pas dans la transmission de savoir quand on est coach, formateur ou accompagnateur ou consultant. On n'est pas dans la transmission de savoir. Ah ben, formateur peut-être un peu plus que dans la posture de coach. Non, même un formateur. D'accord. Parce qu'en fait, pour moi, apprendre, la définition du mot apprendre, c'est obtenir un changement de comportement. Mhm. Donc, à part des cas très particuliers où, par exemple, si on a un cours qui consiste littéralement à enseigner de la culture générale Oui. ou de l'histoire, on pourrait penser, mais même ça, quelqu'un qui serait professeur d'histoire et qui dirait ben, mon job, c'est que les élèves, en sortant de mon cours, ils connaissent la chronologie des grands événements qui ont marqué l'Occident, ben, je lui dirais tu n'as rien compris à ton métier. Parce que, en fait, le but d'un prof d'histoire, c'est pas que les gens se souviennent en quelle année il y a eu la bataille de Marignan, il y en a eu 2 en plus, donc voilà. C'est que les gens, les élèves, qui sont enfants ou adultes, quand ils sortent du cours d'histoire, ils disent bah oui, peut-être que ça serait un peu bête de renouveler les erreurs du passé. Ou tiens, il y avait une pandémie et on a organisé des grandes parades parce que sur un plan économique, on voulait pas les annuler. Bah, si on sait qu'en 1918, ça fait des dizaines de milliers de morts, peut-être qu'on devrait pas le faire en 2018, d'accord? Donc là, c'est ça que ça sert en cours d'histoire. De la même façon, si j'enseigne le marketing, je vais donner un exemple concret. Nous avons une formation qui s'appelle La Machine à Vendre, qu'on a commercialisée en 2015. Et donc c'était sous forme d'atelier présentiel. Et ensuite, j'en ai fait une formation à e-learning. Et en fait, ce qui s'est passé en fin 2016, début 2017, j'ai écouté une conversation entre 2 de nos anciens élèves, qui ont un gros succès, donc 2 qui ont une entreprise respectivement juste un peu moins de 1 million par an et l'autre un peu plus de 1,5 million par an. Et je les écoute discuter parce que on était dans un événement et ils sont en train de discuter juste à côté de moi et j'en entends un dire à l'autre bah oui mais en fait c'est marrant parce que dans la formation de Sébastien moi j'ai appliqué que les conseils du premier module et donc son entreprise fait 1,5 million avec juste ce qu'il y a dans le premier module et l'autre qui lui répond bah oui c'est vrai si Jean-Sébastien vendait que le premier module bah ça serait pareil parce qu'on aurait autant de résultats voire même plus. Parce que du coup, on saurait exactement que c'est que ça qu'il y a à faire, si tu veux. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, par rapport à ce programme de formation qui était extrêmement dense, avec énormément d'informations, en fait, les 20% de contenu qui créent 80% du succès, et même là, c'était un rapport encore plus déséquilibré que ça, c'était 5% du contenu qui représente 95% du succès. Parce que quand les gens mettaient en place le toboggan, c'est-à-dire juste l'unique séquence de vente automatisée que ça représente, parmi les 10 séquences enseignées dans la formation, eh bien, tous nos élèves qui avaient des résultats qui se comptaient en centaines de milliers d'euros ou en millions d'euros de chiffre d'affaires avaient appliqué l'équivalent de ce qu'il y avait dans ce module 1. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de créer un nouveau programme d'accompagnement qui en fait fait travailler les gens que sur cette séquence-là. On n'est plus dans la transmission d'informations. On a créé une feuille de route, c'est-à-dire, c'est comme un jeu de loi, j'en ai pas sous la main là, je pourrais le montrer, il faudra que j'y pense, l'avoir sous la main sur mon bureau. Mais c'est comme un jeu de loi où en fait, on sait toujours quelle est la prochaine case, c'est la prochaine action. Donc c'est basé sur quelles sont les actions à faire et non pas sur quelles sont les informations à apprendre. Ouais. Et du coup, sur ce programme d'accompagnement, qui est du coup plus une formation mais qui est un programme d'accompagnement, mais en fait le taux de réussite et d'avancement des élèves est exponentiellement supérieur à celui qu'on avait sur des programmes dits de formation en e-learning. Donc pour moi, il y a une vraie différence en fait entre
transmettre de l'information ou former, accompagner. Ah oui, complètement, oui, tout à fait d'accord, ok. On parle bien de compétences, en fait, de la transformation de ces compétences, en fait. Ouais. Ok, super. Tu sais, on a parlé avant de cette problématique du coût, du prix, gratuit, pas gratuit. Tu as parlé de différents tarifs. Alors justement, qu'est-ce que toi tu conseilles pour déterminer son prix à sa juste valeur réellement? Et qu'est-ce que tu conseilles surtout à ceux qui débutent dans les premiers produits qu'ils créent? Comment ils peuvent réellement se donner les bons critères, les bons choix pour positionner les prix de leurs produits? Y a-t-il Ok. des... Donc, je pense que c'est une bonne thématique pour conclure parce que c'est une des difficultés de beaucoup de personnes. Euh, donc, premièrement, depuis le tout début de notre conversation, je parlais de cette étude de marché express. Et justement, un des buts de l'étude de marché express, c'est de déterminer quel est le budget que les gens sont prêts à investir. Alors évidemment, quand on pose la question, il faut comprendre qu'il y a ce que j'appelle le syndrome du souk, qui est, si vous êtes sur un marché ouvert comme ça, et que le vendeur il vous dit, vous demandez au vendeur, ça coûte combien le tapis persan là, le mec il va vous dire, c'est quoi votre budget? Mhm. Et si vous avez 200 euros en poche, et que vous dites, mec, j'ai 200 euros, il va vous dire, ah, c'est 199 euros, comme par hasard. Donc, à cause de ce même syndrome, quand les gens remplissent notre sondage, ils vont pas nous dire 100% de ce qu'ils seraient réellement prêts à investir. C'est-à-dire, quand je vais répondre à mon sondage et me dire, bah tiens, pour une solution complète qui résout entièrement ce problème, blablabla, je suis prêt à mettre, allez, 3000 euros, ou sur d'autres secteurs, je suis prêt à mettre 150 euros. Mhm. Bah, en fait, en réalité, celui qui a dit 3000, si on lui avait vraiment fait une offre irrésistible, il aurait pu investir 5000. Mhm. Celui qui a dit 150, s'il avait vraiment une offre super alléchante, il aurait mis 250 sans cligner les yeux. Donc, l'étude de marché nous permet de recueillir une gamme de prix, tout en sachant que quand on aura bien présenté notre offre, on pourra être légèrement au-dessus de ce que les gens nous ont annoncé, parce qu'ils nous ont annoncé en prenant un peu leur marge de négociation d'avance en répondant au sondage. Ouais. Donc, pour donner un exemple concret d'une entrepreneur, j'ai un petit tableau, je vais le sortir là. C'est intéressant en fait de voir que il suffit en fait de faire une toute petite analyse des réponses que les gens nous ont données. Alors, on va voir si je suis capable de tomber. Voilà. Il Donc, connaît son bouquin par cœur, c'est incroyable. voilà. Donc en fait, on fait un petit tableau où Ouais. on dit, ok, par rapport à telle tranche de prix, voici le nombre de réponses que j'ai obtenues. Ouais. Donc, des gens qui m'ont dit je peux mettre entre 25 et 50 euros, j'ai 20 réponses. Bon. Combien est-ce que je ferais de chiffre d'affaires théorique? Dans ce cas-là, je ferais 1000 euros si j'avais 20 acheteurs à 50 euros. Combien est-ce que je ferais de bénéfices théoriques? Donc là, je me dis ok, si j'ai 20 acheteurs, chaque acheteur me coûte, enfin, chaque paire de chaussures que je vends me coûte 5 euros à faire. Donc, ils vont me coûter 100 euros. Je fais 1000, moins les 100, il me reste 900. Ok. Donc, je fais ça pour chaque tranche de prix que j'avais dans mon sondage. D'accord. Ce que ça va me permettre de déterminer, c'est quelle fourchette de prix est la plus rentable. Je vise pas la fourchette qui a le plus de réponses. Parce D'accord. que je vais peut-être avoir 100 personnes qui m'ont dit je suis prêt à mettre 0 euros. Bon ben, peu importe, je ne vais même pas regarder leur réponse au reste du sondage. Je vais peut-être avoir 90 personnes qui m'ont dit ah oui, alors pour la paire de chaussures de danse, je serais prêt à mettre 25 euros. Mhm. Mais je ne serais pas rentable sur ces gens-là. Ouais. Mais je vais peut-être d'un autre côté avoir. Donc j'avais 90 qui m'ont dit je peux mettre 25 euros. Et j'en ai seulement une vingtaine de personnes qui m'ont dit ah ouais, mais si je pouvais enfin avoir des chaussures de danse, comme moi je suis danseuse professionnelle, je pourrais mettre 300 euros pour une bonne paire. Et là, quand je fais mon calcul, les 90, je serais quasiment pas rentable une fois que j'enlève mes coûts de fabrication, etc. Alors que les 20 danseuses professionnelles qui m'ont mis 300 euros chacune, qui m'ont fait 6000 euros de chiffre d'affaires, je vais être hyper rentable parce que mes coûts de fabrication par chaussure restent les mêmes. Donc je vais choisir la tranche qui est la plus rentable et je vais vendre mon produit juste un peu au-dessus de ce tarif-là. D'accord, ok. Voilà. C'est comme ça que je vais déterminer le budget. C'est la méthode scientifique plutôt que avec le bâton de sourcier. Ah oui, j'ai la méthode pifométrique aussi, qui est normalisée chez l'AFNOR.
Ah ouais, ouais, d'accord, ok, super. Bon, très bien. Donc tout ça, c'est bien rattaché effectivement quand même à l'étude de marché express, hein, qui fait partie un peu de l'ADN de la proposition, effectivement, de méthode qui est à mettre en place pour devenir un entrepreneur libre. Donc, Exactement. ok, super. Une petite anecdote, j'ai l'impression que derrière toi, il y a une affiche que tu nous avais donnée en 2014. Est-ce que c'est toujours celle-ci, celle avec les valeurs et celle, une sorte de mantra qu'on se donnait, tu nous l'avais Exact. donné à Entrepreneur Libre, le séminaire à Paris en Oui, 2014. Est-ce que c'est exact. celle-là? C'est le mantra de l'entrepreneur libre avec Oui, le les mantra, c'est ça. Ben, je l'ai fondations toujours. de l'entrepreneur libre. Effectivement. D'accord, super, ouais. Bah, Ben, je t'enverrai, je vais demander à essayer de t'envoyer le lien vers l'image pour les personnes qui veulent le voir. ouais, plus en détail, ouais, tout à fait. Moi, je dois l'avoir aussi. Je l'avais copié en image à l'époque. Mais je me rappelle ton arrivée sur scène dans un cockpit d'avion, et c'était la folie, avec la musique, les DJ et tout. Superbe ambiance à Paris. Effectivement, bah, vivement qu'on puisse refaire ça. Ben oui, après la fin du confinement, oui, effectivement, cette vidéo est un peu contextualisée, effectivement, Ouais. par une période très particulière. Ben, écoute, merci vraiment, Sébastien, de nous avoir donné toutes ces clés, aussi bien pour trouver ses premiers clients que pour aller bien donner les niveaux de prix qui sont à la juste valeur. Là, ça va donner quand même beaucoup de conseils pour ceux qui nous écoutent. Et puis, ben, un petit scoop pour terminer. C'est quoi le truc qu'on ne connaît pas encore que Sébastien nous prépare dans ses cuisines, son laboratoire qui sortira un jour? Allez, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme scoop? Alors, comme scoop, ben, en ce moment, donc, je travaille en partenariat avec Jay Abraham, légende vivante du marketing, l'auteur en anglais, Getting Everything You Can Out of All You've Got. Ok, Livre qui est traduit en français maintenant, récemment, aux éditions Alizio, sous le titre 21 façons de tirer tout ce que vous pouvez de tout ce que vous avez. C'est d'accord. selon moi un des trois meilleurs livres que tout entrepreneur devrait lire. D'accord. Il est paru en français là récemment. Et donc voilà, je suis en train de lancer quelque chose avec lui pour accompagner les entrepreneurs à deux niveaux différents. Premièrement, d'un côté, ceux qui sont dans une phase de démarrage ou avec une petite activité et qui ont besoin de trouver comment prospérer malgré la crise. Donc on est en train de faire un livre, préparer un livre sur le sujet. On a fait une petite conférence récemment aussi à ce sujet. Et deuxièmement, pour les entreprises, on va dire, de taille plus développée, donc de l'ordre de 1 million à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, on a lancé un groupe, en fait, Mastermind, pour que Jay en fait puisse partager ses stratégies, puisque jusqu'à maintenant il a travaillé essentiellement avec des clients américains ou du moins anglophones, et on est en train de lancer ça en fait en francophonie, la possibilité d'avoir les conseils de Jay. Donc sachant que c'est mon idole de quand je me suis lancé, puisque au tout départ c'était ce livre, ça a été un des tout premiers livres de marketing que j'ai lu. On ne voit pas, mais il est tout abîmé, les pages cornées, parce qu'il a survécu à 15 années de déménagement et de voyage autour du monde, et presque toutes les pages sont cornées, chaque fois qu'il y avait un truc important. Et quand j'ai eu ce livre au départ, c'était en 2008, je faisais des coaching en séduction et des cours de salsa, et ça m'a fait décider, mais un jour, j'aimerais vraiment pouvoir faire ce que fait cette personne, c'est-à-dire accompagner des entrepreneurs, parler de stratégie et être à ce niveau-là. Donc, pouvoir travailler aujourd'hui avec Jay sur un projet comme ça, voilà, pour moi, c'est un moment incroyable. C'est comme travailler avec son idole, faire un concert avec la star qu'on adore en musique, quoi. Donc, c'est super. D'accord, ouais, ça va être chouette. Ok, très bien. Et ça sortirait pour à peu près quelle période? Incessamment sous peu, je pense que d'ici l'apparition de la vidéo, là on est en train de finaliser le livre numérique. Oui, Le mastermind, on le lance la semaine prochaine, donc oui, d'accord. voilà, c'est bien avancé. Ok, super chouette. Merci beaucoup encore Sébastien de nous avoir consacré ce temps-là avec tes astuces. Et puis on rappelle ton livre, hein, tu peux remontrer la couverture, Donc, Profession. profession entrepreneur libre Voilà. et le secret des entrepreneurs libres. Celui-ci pour les gens qui démarrent leur activité, Oui, donc à partir de zéro. oui. Et celui-ci pour les entrepreneurs qui veulent automatiser leurs ventes. Ça explique tout notre système marketing, l'automatisation des ventes. Ok, super chouette Sébastien. On va te retrouver en ligne maintenant après cette vidéo. Et puis aux prochaines occasions hein, pour partager encore et cette fois-ci en live à nouveau sur scène dès qu'on pourra.
J'espère bien. Merci beaucoup, Yvan. Avec grand plaisir, Sébastien.